D'abord, je tenais à dire que j'étais très heureux d'être parmi vous et que je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je tiens à saluer Philippe Aubert aussi, puisqu'on se connaît et qu'il va parler après moi. Et à signaler que je ne suis pas sociologue et donc je ne vais pas vous parler de sociologie. Je vais vous parler de la forme de soins dans les handicaps. Comment est-ce qu'on peut soigner les handicaps? Quelles formes peuvent prendre le soin qu'on y donne? Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. En fait, quand on réfléchit aux soins à donner aux personnes handicapées ou à accomplir avec les personnes handicapées, avec parce que ça suppose de ce fait qu'elles aient une part d'activité dans le soin qu'on leur donne, ça amène sans doute toujours à chercher comment concilier le caractère social des handicaps, qui est bien connu avec les problèmes d'accessibilité, les problèmes d'escalier quand on est en fauteuil roulant, etc. Donc le caractère social des handicaps, avec le soin médical et quotidien des personnes dites handicapées quand il faut effectuer des soins d'hygiène à domicile, quand il faut effectuer des opérations, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas réduire les handicaps ni à un problème socio-économico-politique qui viendrait d'une incapacité des personnes handicapées à suivre le rythme, à être aussi productives, aussi rapides que les personnes valides, et comment est-ce qu'on peut faire pour donc ni réduire le handicap à un problème social, ni le réduire à un problème médical, au sens où le handicap viendrait d'une lésion initiale et provoquerait des problèmes de santé. Je vais le dire encore autrement. Comment éviter le problème des handicaps? Comment résoudre le problème des handicaps sans affirmer seulement que c'est un problème de liberté qu'il faudrait résoudre par une santé fonctionnelle? Vous êtes handicapé, vous perdez votre autonomie, vous perdez votre liberté. La solution, c'est la rééducation médicale, c'est le traitement médical, c'est la prothèse, c'est l'équipement éventuellement électronique, c'est l'implant. Ou alors vous dites, ah ben vous êtes handicapé, vous avez moins de liberté, vous n'avez pas d'autonomie, et donc il faut le résoudre par des aménagements environnementaux. Et là, vous partez dans les thématiques de l'accessibilité, vous mettez une rampe au niveau de l'amphi, vous voyez. Alors, dans les deux cas, quand on pose le problème de la liberté, soit par le pôle médical, soit par le pôle social, j'aimerais indiquer, parce que ça va être très important pour la suite de mon propos, que la liberté sert de slogan ou d'étendard. C'est-à-dire, il s'agit de rendre les personnes handicapées libres et autonomes. C'est quand même très étrange, je me permets de vous le signaler, de remarquer que jamais on ne parle autant de liberté individuelle qu'au sujet des personnes handicapées, alors que précisément chez les personnes handicapées, elles se trouvent réduites et dans bien des cas relationnelles. On ne parle pas autant de la liberté des personnes valides que de la liberté des personnes handicapées. Tout se passe comme si les personnes handicapées, elles devaient vraiment être libres. Et on peut même se demander si les valides, parfois les personnes dites valides ou les personnes valides, comme vous voudrez, ne seraient pas soumises à d'autres contraintes et finalement, parfois peut-être moins libres que les personnes handicapées. Je le fais exprès de pousser le paradoxe au maximum pour vous montrer que la mise en avant actuelle de l'autonomie, de l'autodétermination jusqu'à aujourd'hui va peut-être occulter des aspects fondamentaux dans les soins qui sont donnés au quotidien aux personnes handicapées dans les institutions et chez elles. Ce que je vais donc faire ici, c'est mettre l'accent sur les relations d'interdépendance qui existent entre les personnes dites handicapées et les personnes dites valides. Il y a une interdépendance entre les personnes handicapées et valides qu'il faut concevoir non pas en termes d'espace. En général, ici, j'ai pris l'exemple de la rampe. Vous voyez, en général, quand on parle du handicap, on parle de l'espace. Ce n'est pas un hasard si dans la signalétique, dans les endroits publics, le handicap est représenté par quelqu'un en fauteuil roulant.
Et vous l'avez remarqué, je suis parfaitement capable je profite du fait d'être handicapé pour rendre la chose un peu plus pédagogique. Je suis parfaitement capable de descendre les escaliers, simplement je vais les descendre plus lentement. Et je vais mettre l'accent tout au long de mon exposé sur ce genre de problème. C'est un problème de vitesse, de lenteur et de temporalité, y compris dans les interactions avec les autres. Et ce n'est pas forcément avant tout un problème d'espace. C'est le premier point, premier gros point. Le deuxième gros point, c'est que du coup, il faut peut-être réfléchir à la notion d'autonomie, sur laquelle je vais revenir, et ne pas, encore une fois, tout baser sur l'autonomie. Se rendre compte que l'autonomie n'est pas forcément la liberté, donc faire bien attention à ce qu'être autonome, ce n'est pas forcément être libre, et que les personnes handicapées, d'ailleurs tout comme les personnes malades, ont peut-être à leur handicap et à leur maladie et aux autres une relation qui est d'usage. Quand vous êtes une personne handicapée, vous êtes dans une relation d'usage avec les équipements qui vous entourent, avec les personnes qui vous soignent, avec les prothèses que vous avez et à la limite avec vous-même. Quand on est malade, on use de sa santé, c'est-à-dire on choisit à quel moment on va faire tel ou tel effort, vous voyez ? On choisit à quel moment on va se retirer. Et on essaye de moduler ces actions. Et donc, c'est ça ce que je voudrais expliquer ici. Donc, ne pas réduire le handicap à un pôle médical ou à un pôle social. Et pour éviter ce type de réduction, faire attention à l'importance du temps dans les handicaps, d'une part, et faire attention aux relations d'usage qui se trouvent dans le handicap, à la fois par rapport aux autres et par rapport aux personnes elles-mêmes. Avant de faire ça, je vais quand même éclaircir un peu le problème de départ et je vais redonner quelques points de repère qui ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux des deux collègues qui m'ont précédé antérieurement. Que vous preniez les lois sur le handicap, comme la loi de 2005, ou la modélisation des handicaps, comme la CIF, la Classification internationale du fonctionnement, ou la CIH, Classification internationale du handicap. La CIF date de 2001 et la CIH 1 datée de 1980. Il y a quand même un point commun qui n'a pas beaucoup changé, c'est que le handicap, ce n'est pas une maladie, c'est les conséquences d'une maladie. C'est les conséquences d'une maladie ou d'une lésion, pour être un peu plus général. Donc, on ne peut pas être... J'insiste lourdement, et s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai après. On ne peut pas être handicapé si l'on n'est pas malade ou si on n'a pas une lésion organique. C'est-à-dire que le handicap social n'est pas reconnu. Il n'y a pas de handicap social, puisqu'il ne peut y avoir de handicap que sur une base médicale, lésionnelle ou pathologique. C'est un point extrêmement important, y compris d'un point de vue politique. Bon, comme le handicap, c'est la conséquence d'une maladie, le handicap va ainsi faire l'objet d'un double soin. Quand on est handicapé, on a de la chance, on a le droit à un soin en termes de maladie, ça va être la prise en charge ALD, de l'affection longue durée, et ça va être la prise en charge sociale, allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé, alors je prends donc l'exemple par exemple, on peut prendre, double soin donc de la maladie et du handicap comme conséquence de la maladie, et même triple soin. C'est-à-dire que le handicap va être soigné d'un point de vue purement sanitaire et médical. Par exemple, vous avez une insuffisance cardiaque. Là, vous avez l'ALD qui va venir vous permettre de limiter l'avancée de votre insuffisance cardiaque. À côté de ça, vous allez avoir un soin médical fonctionnel qui va être remboursé par la Sécu, non pas au titre de la maladie également, et en partie du handicap, ça va être la rééducation à l'effort. Et ensuite, vous avez un soin social environnemental qui concerne purement le handicap et qui va consister à vous fournir un appartement de plein pied. Vous avez une insuffisance cardiaque, vous n'arrivez plus à monter les escaliers, on va vous donner des médicaments, on va vous faire une rééducation à l'effort, on va vous proposer d'aller habiter dans un appartement de plein pied. Vous avez donc ces différents aspects qui vont être articulés dans le handicap. Et ces aspects qui vont être articulés dans les handicaps, le problème, c'est qu'on les a préalablement séparés. Vous comprenez ? Vous avez une séparation entre le biologique et le social qui se fait au début.
À partir de là, dans les soins classiques et dans la manière classique de concevoir les soins aux personnes handicapées, vous allez avoir deux pôles, deux excès. Donc vous avez un premier pôle, vous avez des problèmes fonctionnels. Vous avez une insuffisance cardiaque, vous n'arrivez plus à vous déplacer autant que vous le voudriez. Le premier pôle va consister à rabattre les problèmes fonctionnels sur les problèmes médicaux. C'est-à-dire, on va soigner vos problèmes fonctionnels, le fait que vous avez du mal à vous déplacer sur de longues distances, comme un problème biologique. On va, si vous voulez, considérer, et c'est ce qui se passe en général dans les hôpitaux et dans les CHU, on va considérer que le handicap, même si c'est un handicap, c'est d'abord du biologique. Donc on va soigner le biologique. D'accord ? Le souci là-dedans, et on en a souvent discuté avec d'autres, c'est que quand vous avez un soin biologique quotidien sur la longue durée, si vous êtes une personne handicapée coincée à domicile et qu'on ne vous soigne que d'un point de vue biologique tous les matins, on vient faire votre toilette, on vérifie que votre pied il est resté souple, que vous n'avez pas encore d'escarre, etc. On vient tous les matins, on fait ça et puis on s'en va. Ce type de soins biologiques, bien qu'il soit nécessaire et utile, est très difficilement supportable dans la longue durée s'il n'y a que ça que vous ayez comme relation sociale. Parce que le problème du handicap, c'est encore pire que la maladie chronique. Vous pouvez être handicapé pendant 60 ans, donc avoir une toilette tous les matins qui est faite par quelqu'un d'autre pendant 60 ans. Donc il y a quelque chose de très important qui se joue au niveau de la quotidienneté du soin biologique qui est donné aux personnes handicapées et où il faut faire très attention à l'aspect existentiel des choses. Vous avez une infirmière ou un infirmier ou un aide-soignant qui vient tous les matins pendant 60 ans pour faire votre toilette, il est évident que quelque chose de non biologique va rentrer dans ce qui se passe. Et c'est ce que j'appelle, je ne suis pas le seul à le faire, c'est ce que j'appelle le problème existentiel, la forme existentielle des handicaps. Il n'y a pas que du biologique, il y a de l'existentiel là-dedans. Considérez que les soins de longue durée, même quand ils ont un aspect médical, mettent en jeu l'existence des gens, c'est bien entendu insister sur l'aspect extrêmement complexe, extrêmement relationnel de ce type de soins. À partir de là, vous avez quand même un problème parce que la médecine, pour différentes raisons, ne va pas forcément avoir les outils ou la volonté de réfléchir sur ce type de problème. Le débat est assez simple. Je pose la question, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai manqué de temps. Lorsque quelqu'un a des difficultés à marcher, est-ce qu'il s'agit d'un problème médical ? A priori, la réponse est oui. La rééducation à la marche, c'est un problème médical. Si quelqu'un a des difficultés à écrire à la suite d'un accident de voiture, est-ce que c'est un problème médical ? Là, on va considérer que c'est un problème paramédical. Et donc, ça ne va pas être aux mains d'une spécialité médicale, mais ça va être aux mains d'ergothérapeutes, etc. Donc, vous avez une division en médecine entre les soins qui appartiennent au corps et aux fonctions dites vitales, donc par exemple l'amplitude articulaire, mais ce type de soin ne va pas aller jusqu'aux fonctions quotidiennes que j'appelle existentielles et qui font que, entre guillemets, excusez-moi de la familiarité, c'est pas le tout de savoir écarter les doigts de la main comme tout le monde avec le même degré d'amplitude, il faut aussi savoir si on est capable de manipuler les touches de son téléphone une fois qu'on a atteint l'amplitude. Donc ça, c'est le premier pôle avec le premier problème. Il me reste quoi, un quart d'heure ? Un quart d'heure, c'est ça ? Très bien, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Donc ça, c'est le premier pôle de problème. Le deuxième pôle de problème, c'est au lieu de biologiser, si vous voulez, les fonctions, au lieu de considérer que le handicap, c'est d'abord un problème de fonction biologique, on va considérer que les fonctions sont indépendantes du biologique. C'est-à-dire, le biologique, c'est une condition de l'exercice des fonctions, mais les fonctions doivent se déployer par elles-mêmes. Et là, le problème, c'est le problème que j'appelais tout à l'heure de l'usage. Et
dans une relation d'usage, vous avez un problème d'usure. C'est-à-dire, si l'on considère que les personnes handicapées, ce qu'elles font finalement, n'a pas forcément de rapport avec leur santé et se joue au niveau social, il y a la question de savoir comment, dans le temps, leur activité, par exemple, si vous faites travailler une personne handicapée, essayez de faire travailler une personne autiste autant qu'une personne non autiste dans un ESAT, vous allez épuiser la personne handicapée beaucoup plus vite qu'une personne valide. Vous allez avoir des problèmes de fatigue. Donc c'est le problème du rapport entre usage de soi et usure. Donc c'est plus le problème de ce que j'appelais avoir des relations existentielles et pas simplement vitales avec les gens qui nous entourent. C'est le problème de savoir comment on gère, si vous voulez, ces capacités dans le temps. Voilà. Alors, donc deuxième grand point, si vous voulez, la temporalité dans le handicap. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à penser le handicap non pas en termes d'accessibilité, non pas en termes d'espace, mais en termes de temps? Il s'agit, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, de substituer la notion d'interdépendance à la notion de dépendance. Être une personne handicapée, c'est être dans un état d'interdépendance multirelationnelle, existentielle, et pas simplement dans un état de dépendance vitale. Le problème, c'est que si vous dites que les personnes handicapées ne sont pas vraiment dépendantes, mais qu'elles sont interdépendantes, vous allez avoir tendance à dire que tout le monde est handicapé. Puisque si ce n'est qu'un problème d'interdépendance, vous avez des interdépendances avec votre famille, etc. Moi aussi, on a tous des formes d'interdépendance, donc on serait tous, si vous voulez, handicapés. Et c'est pourquoi, lorsque on parle des personnes handicapées, on substitue le terme d'interdépendance à la notion de... Enfin, on utilise le terme de dépendance au lieu de la notion d'interdépendance. Je vais utiliser là un repère médico-légal. Pourquoi est-ce que les personnes handicapées sont en perte d'autonomie? Pourquoi est-ce que les personnes handicapées sont dites dépendantes? Lorsque vous regardez le guide barème, qui est, alors les juristes pourront redonner la référence exacte, mais c'est dans le Code de la santé publique, vous avez un guide barème qui définit la nature de l'autonomie. La nature de l'autonomie, d'un point de vue médical, c'est une perte de possibilité d'action sur l'espace. Plus vous avez des difficultés à agir loin de vous, moins vous êtes médicalement considéré comme étant autonome. C'est-à-dire, l'autonomie la plus faible, d'un point de vue médical, c'est lorsque vous ne pouvez pas, par exemple, vous toucher vous-même ou vous habiller. Là, vous avez 100% de dépendance. Si vous êtes capable de vous habiller, si vous êtes capable de sortir de la pièce, si vous êtes capable de sortir de chez vous, si vous êtes capable d'aller dans la rue, vous gagnez des degrés d'autonomie. Donc, d'un point de vue médical, la dépendance et l'autonomie sont codées spatialement par la capacité d'action plus ou moins étendue dans l'espace. Si c'est codé spatialement et si c'est codé en termes de capacité d'action plus ou moins étendue, d'un point de vue médical, c'est pour des raisons de sécurité et de risque. Si vous êtes évidemment coincé dans votre lit et qu'il y a un incendie, vous avez une espérance de vie qui est beaucoup plus réduite que quelqu'un qui peut se sauver de la pièce pour éviter le feu. Si vous pouvez sortir de chez vous pour aller vous servir à manger, vous pouvez survivre beaucoup plus longtemps seul que quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui pour se servir à manger. Donc, vous avez un rapport entre autonomie et dépendance des personnes handicapées qui est codé en termes d'espace et en termes de survie. Si j'essaye ici d'y substituer les notions d'interdépendance et de temporalité, c'est pour changer au maximum de perspective. D'accord? J'espère que j'ai à peu près réussi à poser les choses de ce point de vue-là. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que ça change? Il serait temps d'y arriver là. Alors, ça change quoi? On peut introduire au problème de la temporalité des handicaps
à partir du travail. Le travail des personnes handicapées met en avant l'importance de la stabilité et de la vitesse et de la durée dans la vie des personnes handicapées. Si, par exemple, vous entrez en ESAT, donc des établissements dits de travail protégé pour personnes handicapées, vous allez, même si c'est de moins en moins le cas à cause des réformes successives, avoir des cadences de travail moins élevées. Vous allez aussi avoir des durées de travail moindres. On parlait tout à l'heure du temps partiel. Le temps partiel n'est pas forcément un mauvais signe d'intégration des personnes handicapées. Ça veut tout simplement dire que les personnes handicapées doivent travailler moins que les autres. J'ai bien dit doivent, parce qu'encore une fois, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Vous pouvez faire travailler, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'autisme autant de temps que quelqu'un qui n'est pas atteint d'autisme, vous allez épuiser la personne qui est atteinte d'autisme. Donc le temps partiel est au sens strict thérapeutique ou adapté aux personnes handicapées, en ce sens. Donc dans le cas du travail, vous avez des durées de travail réduites, vous avez des cadences réduites, vous avez des tiers-temps aux examens, il en a été question aussi. Et je parlais de stabilité. Pourquoi est-ce que la stabilité temporelle est importante ? C'est parce que grâce à la stabilité temporelle des personnes handicapées, vous pouvez les mettre au travail. Vous pouvez difficilement mettre au travail quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque non réduite, parce que la personne va avoir des capacités instables. Elle va pouvoir faire des efforts et puis ensuite elle ne pourra plus en faire. Le propre d'une personne handicapée, le propre d'un handicap, c'est d'avoir des plages de temps fixes. Vous avez une grippe, je vais essayer d'accélérer, vous avez une grippe, vous vous réveillez le matin à peu près en forme, à midi vous êtes fatigué, l'après-midi vous êtes à nouveau en forme, ça fluctue et ça change d'un jour à l'autre. Vous avez un handicap, vous avez des plages de capacité et des plages d'incapacité. Vous avez un rapport au temps qui fonctionne beaucoup plus par plateau et par plan. C'est très important pour ce qui est de l'aménagement et des aides aux personnes handicapées. Il ne s'agit pas uniquement de donner des aides ponctuelles ou des coups de main, il s'agit de permettre aux personnes handicapées d'avoir des plans d'activité de longue durée sur lesquels elles peuvent déployer des plans d'action et pas simplement des aides ponctuelles. Vous avez un fonctionnement par plage et non pas par point. Vous avez un fonctionnement par stabilité dans le temps et non pas par instabilité dans la journée. Quand on est malade, il y a une instabilité. Quand on est handicapé, c'est stable. Ça fait partie de la définition des handicaps médicaux, mais ça fait également partie de la définition des handicaps au niveau du vécu. Alors, en ce sens, est-ce que je peux monter un peu en généralité ? Je vais monter en généralité en indiquant, je regarde mes feuilles, en indiquant deux choses. D'abord, un piège. En matière de handicap, on a tendance à considérer que soit on a une fonction, soit on ne l'a pas. Et on va aussi déterminer des pourcentages de possession de la fonction. Vous allez avoir, par exemple, une capacité fonctionnelle de 50% à saisir une fourchette par rapport à quelqu'un qui a une capacité fonctionnelle dite normale de 100%. Donc ça joue sur des questions de degré et des questions d'absence ou de présence. C'est un point de vue qui est faux puisque vous pouvez, pas toujours, mais assez souvent, quand vous observez une personne handicapée ou quand vous êtes une personne handicapée, faire quelque chose que vous n'êtes pas présumé pouvoir faire, mais vous pouvez le faire. Simplement, vous ne pouvez pas le faire aussi souvent et aussi longuement que les autres. Donc, vous avez la nécessité de prendre en compte la temporalité des handicaps, de ce point de vue-là, en observant ce que les gens peuvent faire, avec quel effort, et non pas en présumant dès le départ que les personnes ont une absence de capacité ou une présence de capacité. C'est exactement comme une personne valide, l'exercice d'une capacité dépend d'un effort. Donc première importance du temps. Deuxième importance du temps. On réduit souvent, je le répète, le problème des handicaps à un problème d'autonomie.
Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie? Alors, un peu de philosophie, je vais citer un philosophe, je suis quand même philosophe officiellement. Si vous lisez Kant, la critique de la raison pratique, l'autonomie, c'est le pouvoir de commencer une action. Donc, donner l'autonomie aux personnes handicapées, c'est leur donner le pouvoir de commencer quelque chose. Par exemple, c'est leur donner le pouvoir de quitter une institution ou d'entrer dans une institution si elles le veulent. Ce n'est pas à proprement parler une capacité fonctionnelle, c'est une capacité de rupture ou c'est une capacité d'initiative. C'est le problème actuel de l'autodétermination. Mais vous avez également un autre point à considérer, c'est que si vous ne jugez pas les handicaps en termes d'espace et d'accessibilité, et que vous les jugez en termes de temps, je vais prendre un exemple pour pouvoir passer à ma troisième partie, et ça sera plus simple. Et c'est pour ça que c'est une question d'interdépendance. Excusez-moi, je vais être un peu familier. Ça vous arrive d'attendre le plombier. Vous avez déjà fait appel à un plombier. Ou d'attendre un livreur de télévision de chez je ne sais pas quel service de plateforme. Et dans ce cas-là, vous attendez. Eh bien, en termes de temps, une personne handicapée, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui attend plus souvent que les autres. C'est-à-dire, si vous déspatialisez les handicaps, si vous abandonnez le point de vue de l'accessibilité en termes techniques et que vous abordez les choses en termes de temporalité, ce sont des questions de coordination qui se posent, ce sont des questions de délai et ce sont des questions d'attente. De ce point de vue-là, la perte d'autonomie ne se définit pas, encore une fois, comme un tout un ou rien. Quand on perd de l'autonomie, en fait, on perd du temps, plus de temps que les autres, à se coordonner avec les moyens et l'ensemble des moyens dont on a besoin. Si, enfin, on prête attention au handicap par rapport au temps, on fait également attention à l'inconnu qu'il y a dans le temps. Alors, c'est plus valable dans le cas des handicaps psychiques. Là encore, je vais prendre un exemple pour aller vite. Vous pouvez avoir des personnes atteintes de handicap psychique, schizophrènes ou autistes, qui, par exemple, vont mettre 2 ans, pour aller planter un arbre à l'extérieur de leur chambre, dans la pelouse qui se situe sous leur fenêtre. 2 ans d'un point de vue médical, ça ne veut rien dire. 2 ans du point de vue de la traversée d'un espace, ça ne veut rien dire non plus. Par contre, au niveau de la transformation psychique de quelqu'un, si vous avez un autiste profond non-verbal qui, au bout de 2 ans, se décide à aller planter un arbre à côté de l'endroit où il dort, vous avez effectivement une évolution. Donc là aussi, la temporalité dans le handicap oblige à introduire non pas simplement les figures de la création, je ne vais pas faire ici dans le romantisme facile, mais les figures de la répétition, les figures de l'insistance, les figures de l'effort, les figures de l'essai, et non pas simplement les figures de l'évaluation. Voilà. Il me reste combien de temps? Pas grand-chose. Combien? 2-3 minutes. 2-3 minutes. Alors, donc ça, si vous voulez, c'était pour la temporalité et l'interdépendance permet de démédicaliser le handicap. J'aurais voulu, dans un dernier temps, mais c'est très très long, indiquer que si l'on fait attention au pôle social du handicap, il faut faire attention à l'usage des personnes handicapées et au rapport entre usage et usure. Donc là, je vais le dire en 2 mots. Pourquoi est-ce que l'on a une relation, pourquoi est-ce que vous avez, ou moi, une relation d'usage à une paire de ciseaux ou à votre voiture? Parce qu'en fait, cette paire de ciseaux, vous en avez besoin. En même temps, elle peut se séparer de vous. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble et la maîtriser comme bon vous semble. D'accord? Donc vous avez une triple relation de besoin, d'indépendance par rapport à l'objet et de maîtrise par rapport à l'objet. Le propre d'une personne malade chronique ou handicapée, c'est parce que son état social est particulier et parce que son état social et médical subit des fluctuations, d'entrer avec elle-même et les autres dans cette relation d'usage. Quand vous êtes handicapé, vous comprenez que vous avez des dépendances particulières, des possibilités de maîtrise particulières et des besoins particuliers. Et donc, vous rentrez dans une relation d'usage avec vous-même et avec les autres.
Cette relation d'usage, encore une fois, permet d'être très critique. Vous m'excuserez, ce n'était pas du tout comme ça que je voulais le présenter, mais je vais m'arrêter là. D'être très critique envers la notion de situation de handicap. La situation de handicap, c'est quelque chose qui est ponctuel. Vous êtes censé être... Là, par exemple, je ne suis pas en situation de handicap parce que je suis assis. Ça va très bien, donc je ne suis pas handicapé. Le problème, c'est que, en fait, je vais me lever, je vais traverser la pièce, et d'ailleurs, peut-être que j'ai mal au dos, je ne vous le dis pas, mais la chaise n'est peut-être pas adaptée. Donc, en fait, si vous voulez, la notion de situation de handicap est très utile d'un point de vue politique, parce qu'elle a permis d'engager des luttes au cas par cas. Simplement, au niveau du vécu des personnes handicapées, le handicap n'est pas une situation, c'est une permanence et une modulation, et vous êtes dans une relation d'usage avec vous-même. La question, par exemple, c'est de savoir, si je fais ça, combien de temps je vais mettre pour m'en remettre ? Et je terminerai là-dessus. Ça veut dire que les choix faits parce que c'était par là que je voulais commencer sur usage et usure, ça veut dire que les choix faits par les personnes handicapées peuvent à un moment donné être des choix de très très longue durée. Je vous le disais tout à l'heure, contrairement à un malade, une personne handicapée aménage sa vie par plateau. Il s'agit de se prévoir des plateaux d'action possibles, des plans d'action possibles, et pas de gérer des fluctuations au quotidien. Mais si vous prenez en compte cette notion d'usage, une personne handicapée peut prendre des décisions graves et de longue durée, des risques, en disant par exemple, bon, je vais faire le tour du monde, je vais user mes articulations, je vais gagner 10 ans d'avance sur mon arthrose à venir, mais je le fais. Et donc, quand vous avez ça en tête, vous avez en tête qu'une personne handicapée n'essaye pas simplement d'aménager son quotidien. Elle a un rapport au temps qui est également tissé de durée. En gros, ce que je voulais dire, c'est que le propre du handicap, c'est de jouer sur des continuités de capacité et des continuités temporelles. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer en évitant des coupes fonctionnelles, ce que font trop les médecins, ou en évitant un situationnisme socio-politique qui voudrait simplement agencer techniquement des rapports entre individus et environnement. Il n'y a pas de rapport entre individus et environnement chez les personnes handicapées plus que chez les valides. On y est naturellement et on y est durablement. Je m'excuse pour le côté trop long et baroque de l'exposé et je vous remercie. Merci beaucoup.